Bonjour, je suis Marie Drucker. Vous écoutez Au bout de l'enquête, le podcast. On les appelle cold case, ces affaires classées réputées insolubles. Elles résistent parfois plusieurs dizaines d'années aux enquêteurs, avant qu'un indice oublié, un témoignage inespéré ou une expertise scientifique innovante permettent de retrouver la trace des coupables. L'affaire Caroline Dickinson est une incroyable énigme judiciaire, résolue grâce à la créativité, la ténacité exceptionnelle des enquêteurs. En janvier 1996, une jeune fille de 13 ans a été tuée en pleine nuit dans une chambre qu'elle partage avec 4 amis dans une auberge de jeunesse. Cela aurait pu sembler facile de retrouver les coupables, mais les enquêteurs sont rapidement dans l'impasse. C'est grâce à un incroyable concours de circonstances et à des méthodes d'investigation innovantes que la vérité finira par éclater. Vous écoutez l'affaire Caroline Dickinson, première partie. On est le 18 juillet 1996. Le soleil se lève. Hélène Aymon, journaliste et co-autrice de l'affaire Dickinson. L'auberge de jeunesse du village de Plaine Fougère se réveille en même temps. Un groupe de 40 personnes, un collégien et accompagnateur Michel Tannot, journaliste à Ouest France et co-auteur de l'affaire Dickinson. de Grande-Bretagne, occupe une bonne partie quand même de l'auberge de jeunesse. Les 4 occupantes de la chambre numéro 4 se réveillent normalement. Elles sont 4 collégiennes anglaises. Au milieu de la pièce est censée dormir Caroline, donc leur amie. Caroline ne bouge plus, ne répond plus à leurs appels. Ils vont aussitôt chercher les profs. Il y a aussi l'infirmière du groupe qui voit tout de suite que c'est grave et qui appelle un médecin du village de Plaine Fougère. Ils découvrent donc Caroline allongée sur ce matelas. Elle semble endormie. On remarque malgré tout une tache de sang au niveau de son bassin. Il est bien obligé de constater le décès de Caroline Dickinson. Le médecin identifie une tache de sperme au niveau de sa cuisse. On ne sait pas encore comment est-ce que Caroline est morte, mais on peut d'ores et déjà penser qu'elle a été agressée sexuellement. Elle n'est pas morte de cause naturelle, c'est évident. Ensuite, la gendarmerie arrive et l'enquête commence aussitôt. Les gendarmes qui sont appelés, les gendarmes de Plaine Fougère, n'ont absolument pas l'habitude de traiter ce genre de cas. Thierry Lezeau, ancien gendarme de la section de recherche de Rennes. Pour eux, ça leur tombe sur la tête, mais faut se mettre à leur place. Caroline est allongée sur un matelas posé par terre, au pied de 4 lits superposés. On la retrouve comme ça. Elle avait juste son t-shirt, un t-shirt bleu. Elle avait donc son caleçon en boule entre ses jambes. Et puis, elle avait son doudou, là, sa pluche. On avait l'impression qu'elle est morte là. Il n'y a pas eu de mouvement. Le matelas ne semble pas avoir bougé. Donc ça, pour les premiers techniciens qui constatent ça, c'est vrai que c'est une réelle question. On retrouve également un morceau de coton à côté de son corps. On ne sait pas d'où il vient, qui l'a utilisé, à quoi il a servi. Donc toutes les hypothèses sont encore ouvertes à ce moment-là quant à la manière dont Caroline a été tuée. On se dit, c'est pas possible, quoi. Une jeune fille de 13 ans et demi vient en Bretagne, à Plaine Fougère, trouver la mort dans des conditions comme ça. Ce jour-là, je suis sur une des plages de Saint-Malo. J'avais un portable, c'était rare à l'époque, et j'apprends qu'il s'est passé quelque chose à Plaine Fougère. Édouard Marais, ancien journaliste à Ouest France. Et on me dit, c'est l'auberge de jeunesse. Et l'affaire Dickinson, pour moi, commence à cet instant. Évidemment, très vite, je file à Plaine Fougère, et là, je découvre la présence d'un certain nombre de véhicules de gendarmerie. Dans une commune aussi petite en population, ça passe pas inaperçu. Plusieurs véhicules de gendarmerie. Tout de suite, on imagine qu'il y a eu quelque chose de grave. Mais c'est un cataclysme. Personne ne pense à un drame de la sorte. C'est inimaginable, en fait, pour Plaine Fougère. C'est inimaginable. On est vraiment dans un village, un gros village de campagne. Même si on n'est pas dans une ville côtière et avec un monde énorme, malgré tout, on est situé entre 2 sites importants, le Mont-Saint-Michel et Saint-Malo. Il y a pas mal de touristes qui passent là l'été. Il y a beaucoup de ressortissants britanniques aussi, qui habitent ou qui séjournent dans la région. Très recherché, très connu par les Anglais, parce que c'est calme, justement. Les voyages scolaires, ça représente une base de départ idéale pour partir à la découverte de ce coin de Bretagne. Je connaissais Plaine Fougère, donc je fais quelques pas, j'essaie d'aller voir dans le café qui se trouve face à l'auberge de jeunesse, de poser des questions, personne ne sait. Évidemment, pas question d'entrer dans l'auberge de jeunesse, donc je reste autour. Je ne vois rien, tout se passe à l'intérieur.
Les premiers gendarmes qui arrivent sur place trouvent une auberge dans un mouvement général innommable, quoi. Ça, je vous dis, personne ne parle le français, donc ça rentre, ça sort, ça déplace des affaires, les sacs et tout, donc c'est très compliqué d'avoir ce qu'on appelle aujourd'hui une scène de crime bien protégée. C'était absolument pas le cas. Ça fait quand même 40 collégiens et adultes à entendre pour les enquêteurs, c'est beaucoup. Et en plus, ils comprennent pas ce qu'on leur dit, il faut trouver des traducteurs, il faut trouver... Ce viol et ce meurtre dans une toute petite pièce où dormaient 4 gamines. Hervé Rouzeau-Leboeuf, avocat de la famille Dickinson. C'est très étrange. D'autant plus que 2 d'entre elles, en fait, ont vu et entendu quelque chose. L'une d'elles se souvient d'un bruit de sac de couchage qu'on ouvre, de jambes qui s'agitent à l'intérieur de ce sac de couchage, et puis de grognements, d'une toux un petit peu rauque, et puis de gémissements aussi. Elle croit avoir entendu Caroline dire « Mum, help », donc d'appeler sa mère à l'aide. Elle pense que sa voisine de chambre fait un cauchemar et elle ne s'inquiète pas plus que ça. Elles n'ont absolument pas compris ce qu'elles entendaient et voyaient dans une espèce de demi-sommeil. Jamais elle n'aurait pu penser à ce qui était en train de se passer à côté d'elle, vraiment, parce qu'elles sont à quelques dizaines de centimètres. Et on se dit, mais comment est-ce possible que Caroline, allongée sur son lit, se fasse agresser sans qu'aucune personne n'ait entendu quoi que ce soit? Après coup, certains, notamment un professeur, je crois, et des élèves, se sont rappelés avoir vu des allées et venues bizarres. Donc il y a eu pas mal de mouvements tout ce soir-là dans l'auberge. Des adultes qui allaient prendre une douche, qui allaient à leur chambre. Un animateur, notamment, se souvient avoir croisé quelqu'un qu'il n'avait pas vu avant dans la journée. Des collégiennes également voient un homme qui passe dans le couloir et attend un petit peu et voit ce même homme un quart d'heure après qui repart. Une encadrante également, sur les coups de 4 heures, entend des pas sur le gravier. Elle imagine que c'est un des collégiens qui fait le mur peut-être, donc elle se lève, elle regarde, elle ne voit rien, et puis 1 heure après, elle entend ces mêmes bruits sur le gravier et une voiture qui part en trombe. Cette nuit-là, dans l'auberge, ne dorment pas seulement les jeunes Anglaises. Il y a aussi d'autres personnes, notamment 2 couples de motards. Le couple a été réveillé par une porte qui s'ouvre. Et là, ils comprennent pas. En plus, ils se disent, oh, c'est quelqu'un qui s'est trompé de chambre. Mais la femme de ce motard, elle a quand même pas très rassuré, quoi. Donc là, on voit quand même qu'il y a quelqu'un qui se balade dans le couloir, qui ouvre des portes. Donc vous imaginez, pour les enquêteurs, la difficulté aussi, parce qu'ils se disent, mais il y a peut-être quelqu'un qui est passé dans la nuit, qui est reparti très tôt le matin, et on le saura jamais. L'enquête n'a pour l'instant débouché sur aucune piste sérieuse et les auditions se poursuivent. On fait le maximum pour retrouver l'auteur. Il y a un aspect mystérieux, évident, dans cette affaire. Comment se fait-il que le meurtrier ait pu agir comme il l'a fait sans réveiller les autres? Aucune effraction a été constatée au matin du 18 juillet, donc les hypothèses se resserrent vraiment autour de l'auberge de jeunesse. Le chauffeur de bus, les accompagnateurs masculins et quelques garçons ont subi des auditions un petit peu plus poussées, avec des questions plus précises sur le déroulé de leur nuit, de leur soirée, à quelle heure ils sont allés se coucher, enfin voilà. Mais là, dans les premiers temps, non. Il n'y a pas de témoignage particulier, il n'y a pas de personne, il n'y a aucun individu suspect, entre guillemets. Le corps va être transporté sur Rennes, où il y aura une autopsie. On a une conclusion très claire, hein. On a une asphyxie mécanique suraiguë, c'est-à-dire qu'il y avait obstruction des voies aériennes supérieures. Il y a ce morceau de coton qu'on retrouve tout près du corps de Caroline. Au début, les enquêteurs vont croire qu'il s'agit d'un morceau de coton qui a été oublié là par un médecin. Suite à des examens vraiment précis menés sur ce morceau de coton, on retrouve des traces microscopiques de salive et de sang de Caroline. Donc on va vraiment identifier ce coton comme l'arme du crime. Un adulte qui applique un morceau de coton sur la bouche et le nez d'une jeune fille comme ça, de 13 ans et demi, qui dort ou qui vient de se rendormir, vous savez, en quelques minutes, elle tombe dans un premier coma. Hein. Il y a eu également viol de l'adolescente. Il y a une trace ADN sur le corps, les vêtements de Caroline, ce qui fait partir l'enquête sur un double crime. Donc cette trace, elle est fondamentale. Heureusement, c'est notre fil d'Ariane, c'est notre guide. On a cette empreinte génétique globale et totale, sur laquelle il va falloir mettre une identité et la rapprocher à un individu. Et ça va se révéler évidemment fondamental pour l'enquête. Bien sûr,
Au bout de 24-48 heures, la presse nationale est là. Et évidemment, le fait que cette victime soit une jeune Anglaise fait venir très rapidement beaucoup plus de médias d'outre-Manche. C'est un fait divers terrible. À ce moment-là, de l'été, beaucoup de parents ont confié leurs enfants à des colonies de vacances. Et c'est vrai que chacun peut s'identifier au malheur qui touche la famille Dickinson. Quand les premières photos de Caroline ont été diffusées, ça donne à l'opinion publique une autre dimension de l'affaire. C'est-à-dire que là, on la voit, cette enfant. On voit ses boucles blondes, on voit cette petite puce. Sa photo, je l'ai à un instant, j'ai son visage dans le cerveau, bien sûr. C'était une chouette petite gamine. C'est une enfant de 13 ans, pleine de vie. Elle a une petite sœur qui s'appelle Jennifer. Ses parents sont séparés, elle vit avec sa mère. C'est une enfant souriante, qui travaillait bien à l'école, qui vient en vacances parce qu'elle aime le français et qu'elle veut découvrir cette langue. Artiste, joyeuse. Donc c'était le premier voyage à l'étranger et qui était partie enthousiaste. Pour elle, c'était un voyage de découverte, sans doute pour les autres aussi. Alors c'est un groupe qui arrive à Plaine Fougère le 14 juillet. Donc ils commencent par la baie du Mont-Saint-Michel, ensuite ils vont aller découvrir Bayeux et également Saint-Malo. Ils vont aller à la plage, les jeunes s'amusent, en profitent. C'est vraiment des vacances insouciantes d'une quarantaine d'enfants qui découvrent la France. Caroline écrivait à ses parents des mots disant qu'elle passait des super vacances. Cher papa, je suis en France. C'est super ici, je m'amuse beaucoup. Comment vas-tu? On a été dans plein d'endroits géniaux. Je te raconterai tout ça bientôt. Je t'aime fort et j'adorerais que tu sois là. Caroline. C'est vraiment le portrait d'une petite fille comme on en connaît tous, comme on en a tout été. On apprendra aussi par la suite les conditions dans lesquelles elle est venue, puisque sa maman ne voulait pas qu'elle vienne. Son papa a insisté, a fait tout ce qu'il pouvait pour qu'elle puisse quand même partir dans ce voyage. Thierry Lezeau, ancien gendarme de la section de recherche de Rennes. Imaginez, alors que les parents sont en instance de séparation et de divorce. Une petite cité située à quelques kilomètres au nord de Plymouth. Caroline était l'une des leurs. Aujourd'hui, c'est le curé du village qui joue les porte-paroles de cette famille meurtrie. Nous espérons que les autorités vont redoubler d'efforts pour interpeller le meurtrier. L'homme qui a privé Caroline de son avenir et qui nous a enlevé une adorable enfant ne doit plus jamais commettre un tel crime. Les Anglais vont vraiment s'intéresser à cette affaire, au destin qui touche cette famille. Et forcément, la caisse de résonance va être double et la pression d'autant plus forte sur les épaules des enquêteurs. C'est évident que c'est quelque chose de très grave. Michel Tannot, journaliste à Ouest France et co-auteur de l'affaire Dickinson. Il y a beaucoup de moyens qui sont mis tout de suite pour essayer d'interpeller un suspect rapidement. Dans les toutes premières journées qui ont suivi la mort de Caroline, il y a cette arrestation de cet homme, un routard, qui marche sur le bord d'une route. Les gendarmes cherchent un suspect qui ne serait pas du pays, qui aurait profité de son passage pour commettre des faits horribles. Il passe par là, il est tatoué de partout. Et les gendarmes, la puce à l'oreille. Un routard dans le coin. Et pourquoi ce ne serait pas lui ? Patrice Padet, il a un passé judiciaire qui est quand même aussi sur des infractions un petit peu de ce style-là, d'agression sexuelle. C'est quelqu'un qui a des gros problèmes avec l'alcool. Ensuite, il est interrogé, placé en garde à vue. Tu sais ce qui s'est passé à Plaine Fougère ? Bah oui, j'en ai entendu parler à la radio. Il est assez incohérent sur ses propos et ses explications. On va pousser plus loin l'interrogatoire, la garde à vue. Mais c'est pas une audition non plus qu'on fait à la sortie de l'église le dimanche matin. L'enquêteur, il a aussi cette pression qu'il doit mettre sur un gardé à vue. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette garde à vue? Seul Patrice Padet et les gendarmes peuvent le dire. Édouard Marais, ancien journaliste à Ouest France. Mais Patrice Padet était harcelé de questions de plus en plus incisives. Il va un petit peu craquer sous la pression des enquêteurs. Il va passer aux aveux, bien évidemment. Il va même faire un dessin. Et puis il va réitérer ses aveux devant le magistrat. Et il sera donc mis en détention. Le prélèvement est fait sur lui et ça part au laboratoire. À cette époque-là, 96, il nous fallait une bonne dizaine de jours pour obtenir un résultat. Il reste qu'à attendre. Les gendarmes, comme le magistrat, deviennent un peu plus bavards. Une conférence de presse a lieu au palais de justice à Saint-Malo. Il y a là réuni toute la presse, y compris la presse britannique. Et là, les gendarmes nous annoncent qu'ils ont obtenu les aveux d'un homme qui reconnaît avoir violé et assassiné Caroline Dickinson.
On a le sentiment que l'affaire est ficelée. Le juge a dit, lui, que bien sûr les expertises ADN viendraient confirmer que c'était bien cet homme dont on a retrouvé la trace génétique sur les lieux du crime. Une affaire rondement menée, évidemment, il y a beaucoup de félicitations qui pleuvent sur la gendarmerie. De chaque côté de la Manche, on s'est réjoui de l'efficacité de la police française et de la gendarmerie française et des enquêteurs pour avoir bouclé cette affaire aussi vite. L'enquête sur la mort de Caroline Dickinson semble donc sur le point d'être bouclée. Mais si l'ADN permet souvent de confondre des criminels, il peut aussi disculper des innocents. Et les résultats des analyses génétiques vont venir mettre à mal les premières certitudes des enquêteurs. Quelques jours après, le résultat est négatif. Ça n'a strictement rien à voir. C'est certainement un des plus mauvais souvenirs de ma carrière gendarmerie, ça. Et là, mon patron me dit, il va falloir expliquer tout ça à tout le monde un peu. Ça a été difficile d'expliquer, pourquoi c'était pas lui. Et je le comprends, ça aussi, pour les enquêteurs qui ont obtenu les aveux, qui l'ont mis en détention. Vous prenez une énorme claque. C'est une remise en cause, mais certains ne le font pas. Moi, j'ai entendu dans la salle, quoi. Moi, on m'a dit, c'est peut-être pas son empreinte, mais il était là. Les enquêteurs ont tout fait pour incriminer Patrice Padet. Ils ont travaillé exclusivement sur cette piste-là. Si ce n'est pas lui, peut-être est-il le meurtrier ou peut-être accompagnait-il le violeur. Ça tenait pas debout, cette hypothèse-là, parce que un homme qui vient dans une toute petite chambre sans provoquer d'alerte, c'est déjà énorme. Alors 2 personnes qui seraient complices pour un double crime, franchement, c'était pas une hypothèse plausible. Et l'affaire prend une autre tournure, c'est-à-dire que cette conférence de presse qui avait une forme de victoire s'évanouit totalement, tout tombe, tout s'effondre. C'est un coup de massue pour les enquêteurs, pour la population de Plaine Fougère, bien sûr pour le juge d'instruction, pour les parents de Caroline Dickinson. La réaction profonde qu'ils ont eue, c'est de se dire qu'un innocent avait été accusé à tort. Et ça c'était leur réaction, d'être choqués. Hervé Rouzeau-Leboeuf, avocat de la famille Dickinson. Par voie de conséquence, ils se sont posés des questions sur la qualité de l'enquête, forcément. Ils peuvent continuer à enquêter, mais s'ils n'ont pas de piste sérieuse, où cela les mènera-t-il ? Peut-être faudra-t-il compter avec la chance. J'ai le sentiment que l'homme finira par être arrêté. Faudra-t-il pour cela qu'il commette un autre meurtre ? La justice française, du coup, est l'objet de toutes les critiques. C'est un échec considérable. L'enquête repart vraiment de zéro. On a perdu 3 semaines. Donc il va falloir mettre en œuvre vraiment un arsenal de moyens pour rattraper justement ces erreurs initiales. Donc il faut tout ouvrir. Toutes les hypothèses possibles. Il commence par quoi ? L'activité des jeunes dans les derniers jours. Est-ce qu'un problème leur a été rapporté ? Est-ce qu'un individu a un comportement déplacé ? Il faut remonter aussi dans les années précédentes. Est-ce qu'il n'y a pas eu un souci dans cette auberge les autres années ? Est-ce qu'un type n'a pas été vu rôder ? Voilà, c'est un travail de fourmi, un travail d'enquêteur. Il faut mettre des équipes d'enquêteurs sur toutes ces pistes-là. Évidemment, plus les jours passent, plus on se dit que l'auteur des faits, meurtrier, violeur, lui a eu le temps de quitter la région. C'est toujours pareil. Le temps, il joue plutôt contre les enquêteurs. Les semaines passent et le papa de Caroline Dickinson s'impatiente parce qu'on ne trouve pas de solution, on n'a pas de piste, on n'a rien. La conviction de la famille Dickinson, c'était que le dossier piétinait. Et pour être franc, je partageais largement cette opinion. Sa crainte, certainement, c'était qu'au fil des mois et des années, on finisse par se dire qu'il ne peut pas trouver le coupable et que ça devienne une de ces affaires non résolues, de ces cold cases, comme on dit en anglais. La famille souhaite que le dossier soit entièrement repris, en quelque sorte qu'il y ait une remise à plat, réenvisager d'un point de vue théorique toutes les explications possibles de ce qui demeure un double crime mystérieux, non seulement tragique et horrible, mais mystérieux en plus. On pouvait imaginer, au départ au moins, que l'auteur des faits connaissait les lieux et il pouvait donc être de Plaine Fougère. Donc il était légitime de s'intéresser à la population masculine de cette commune. John Dickinson estime qu'on n'en fait pas assez, qu'on devrait déjà tester la population de Plaine Fougère pour écarter ce doute-là qui persiste et qu'on mette des moyens. La défense de mes clients, la recherche de la vérité, ça passait par l'utilisation de la génétique, puisque la génétique avait, en Grande-Bretagne, fait la preuve de son utilité. Et donc, j'ai formalisé cette demande de test génétique systématique. Le juge m'a dit non, et j'ai fait appel de son refus, et c'est donc venu devant la cour d'appel.
1 an après le drame, les parents de Caroline Dickinson s'impatientaient, accusaient les enquêteurs français d'avoir commis des erreurs. Aussi, quand la cour d'appel de Rennes a déchargé le juge d'instruction du dossier et annoncé la mise en œuvre de tests ADN sur les hommes de Plaine Fougère, leur réaction fut positive. Nous sommes vraiment très heureux que la cour d'appel ait décidé de reprendre le dossier en main. Ces investigations seront désormais menées par Renaud van Ruynbeck, conseiller auprès de la cour d'appel. C'est un magistrat qui était déjà, bien évidemment, très connu, très respecté, mais qui, justement, qui faisait peur. Hein. Thierry Lezeau, ancien gendarme de la section de recherche de Rennes. Enfin, nous, enquêteurs, on se disait tous, moi je me souviens, qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va décider? Qu'est-ce qu'il va faire? Et on n'a pas tardé à le savoir. On est frustré de ne pas avoir été là au départ, de ne pas avoir conduit l'enquête dès le départ, de ne pas avoir défini des axes, etc. Renaud van Ruynbeck, juge d'instruction de l'affaire Dickinson de 1997 à 2000. Mais j'ai le recul en même temps. La cellule Caroline est constituée à la demande de M. van Ruynbeck à Saint-Malo, et les hommes qui en faisaient partie, ce sont les hommes que M. van Ruynbeck voulait avoir. Et je n'avais conservé que ceux qui n'avaient pas participé à l'interpellation de Padet, notamment. On élimine, on repart sur d'autres bases, et on rentre dans une enquête qui est systématique. Début septembre, grande réunion. Donc tous les enquêteurs viennent. Il y a 15 gendarmes qui sont affectés à la cellule. Et là, j'évoque la théorie des cercles. Cette théorie des cercles, c'est simple, il y a un noyau central, Plaine Fougère. Donc c'est le premier cercle. Dans le premier cercle, on teste tout le monde. On ne se pose pas de questions, toute la population. Deuxième cercle, les cantons autour de Plaine Fougère. Là, on va tester les personnes connues pour vol, pour mœurs, pour... voilà. Troisième cercle, la Bretagne, une partie de la Normandie. J'ai demandé aux gendarmes de rechercher tous les délinquants sexuels qui étaient sortis des prisons de la région. Donc, il faut ratisser extrêmement large. Et puis le quatrième cercle, c'était celui des auberges de jeunesse de France. Celui-là, il englobe toute la France. Donc, à la fin de la réunion, j'explique tout ça. Je demande, voilà ce que je vous demande de faire. Est-ce que ça vous est possible de ressortir toutes les procédures sur toutes les auberges de jeunesse de France? Et là, je sens quand même là, jusque-là, tout allait très bien et je sens une réticence. Là, les gens, moi je me rappelle, réaction d'enquêteurs, ils se sont dit, mais attends, il est fou. Parce que lui, il s'arrêtait pas au viol et bien sûr aux homicides de jeunes filles. Hein. Non, c'était intrusion dans les auberges, dans les campings, tous les lieux qui recevaient des jeunes filles et des jeunes garçons, les vols de sous-vêtements, l'exhibitionnisme, tous les faits, tous. Vous venez d'écouter Au bout de l'enquête. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Au bout de l'enquête est un podcast coproduit par Initial Studio, Enibas Productions et France Télévisions, adapté de l'émission audiovisuelle éponyme produite par Enibas Productions et France Télévisions. Cet épisode a été écrit et réalisé par Louis-Mathieu Nivose. Vous pouvez retrouver l'émission Au bout de l'enquête sur France 2 ou en replay sur France.tv. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz, Astrid Verdun, assistée de Marie Agassan. Montage, Victor Benamou, avec la voix de Julie Drey.